Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de la réinformation où il sera question du Liban, prise en étau, pour ne pas dire en otage, du conflit israélo-palestinien. Alors quel avenir pour le Liban ? Y a-t-il un espoir pour ce pays chrétien devenu le champ de bataille d'un conflit qui ne le concernait pas ? Tout ce que l'on nous raconte sur l'actualité est-il bien exact ? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans un instant. International toujours, Donald Trump va-t-il gouverner avec des fous ? Un élu très controversé à la justice, un ancien présentateur télé au Pentagone, le milliardaire Elon Musk pour sabrer dans les dépenses, une complotiste pro-russe pour diriger les services de renseignement, un chrétien évangélique ultra-sioniste nommé ambassadeur en Israël. L'équipe annoncée par le président américain effraie les médias de gauche. Mais est-ce si grave ? Son entourage est-il réellement dangereux et incompétent ? L'est-il plus que l'était l'équipe démocrate ? À quoi faut-il réellement s'attendre ? Là encore, réponse dans un instant. Retour en France ensuite avec le procès des assistants parlementaires du Front National devenu Rassemblement National. Le parquet vient de prononcer des réquisitions extrêmement sévères et spécialement contre la présidente du parti, Marine Le Pen. Celle-ci estime que la peine d'inéligibilité de 5 ans requise contre elle est là pour entraîner, je cite, sa mort politique. Alors, que faut-il penser de ce procès ? Un candidat à la présidentielle est-il au-dessus des lois ? Faut-il le relaxer ou aménager sa peine au nom de ses ambitions ou de son poids électoral ? Au contraire, Marine Le Pen est-elle vraiment la cible d'une justice politique ? Nous essaierons de résoudre ce dilemme cornélien avec nos experts qui, j'en suis sûr, font tous confiance à la justice de leur pays. Non ? Il n'y a que les imbéciles qui font confiance à la justice française. Merci de rappeler des évidences essentielles. Mercosur ensuite, le projet d'accord de libre-échange entre les pays du Mercosur, donc l'Amérique latine, et l'Union européenne, qui ouvrirait toujours plus le marché européen aux produits latino-américains, alarme les paysans français connus pour leur frilosité, leur étroitesse d'esprit, qui fait le jeu du Rassemblement national. La Commission de Bruxelles assure pourtant qu'il ne s'agira que de tout petits volumes et qu'à la fin, cet accord sera profitable aux Européens. Alors, je vous le demande, faut-il croire les experts de Bruxelles qui savent tout de même de quoi ils parlent, ou faut-il croire les ploucs du bocage fermés sur leurs petits privilèges égoïstes et réactionnaires ? Réponse dans un instant également. Et enfin, nous reviendrons en fin d'émission sur les conclusions et même le réquisitoire de l'Institut Polemia sur les dépenses nuisibles, qui a été prononcé, ce réquisitoire, lors de son colloque qui se tenait la semaine dernière. Ça se résume, faut-il supprimer les aides aux immigrés illégaux ou augmenter les impôts ? Jean-Yves Le Gallou nous donnera la réponse dans un instant. Et nous discuterons de tout cela donc avec les procureurs de la réinformation que nous accueillons avec Françoise, avec Mériadec Raffray, rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Benjamin Blanchard, directeur général d'SOS Chrétien d'Orient. Bonsoir Pierre-Alexandre Bouclé. Charles-Henri Deslois, écrivain que nous attendons par les grâces d'Internet. Et Jean-Yves Le Gallou, président de Polemia. Et je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions, vos remarques par courriel en écrivant à courtoisie@rc.fr ou en téléphonant au 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85. Alors, commençons, si vous voulez bien, par le Liban. Alors, le Liban sera-t-il la victime collatérale du conflit israélo-palestinien ? Depuis 2 jours, vous l'avez peut-être vu, Israël intensifie ses frappes sur le Liban. Ce mardi, l'émissaire du président des États-Unis, Amos Hochstein, pas facile à prononcer, va arriver à Beyrouth pour tenter de trouver les conditions d'un cessez-le-feu au Liban entre le Hezbollah et Israël. Et en attendant, comme c'est le cas depuis une 40aine d'années, le Liban s'écroule toujours un peu plus sous les coups d'une guerre qui ne le regarde pas beaucoup. Alors, voilà, messieurs, comment expliquer que le Liban soit devenu le champ de bataille d'enjeux qui lui sont étrangers ? Quelle est la situation actuelle au Liban ? Mériadec Raffray, Benjamin Blanchard, est-ce que l'un de vous peut répondre, faire un petit topo peut-être sur comment nous en sommes arrivés là ? Alors, en fait, après le 7 octobre, donc l'attaque du Hamas contre Israël depuis la bande de Gaza, le Hezbollah a semblé vouloir ouvrir un second front sans vraiment l'ouvrir, puisqu'ils bombardaient, mais sans non plus mettre visiblement toutes leurs forces.
faisant fi d'ailleurs, il faut le mentionner, de tous les conseils qui leur avaient été donnés, notamment par leurs alliés politiques au Liban. Je pense notamment au parti de l'ancien président libanais, le général Aoun, donc le courant patriotique libre. Il y avait eu de nombreux avertissements, y compris publics, des dirigeants. Donc c'est un parti chrétien qui était allié au Hezbollah, leur disant de ne pas faire cela, de ne pas entraîner le Liban dans cette guerre, et que ça risquait d'entraîner le Hezbollah à sa propre perte. Et ils ont évidemment, comme on le sait, fait complètement fi de ces avis. Et pendant plusieurs mois, Israël a semblé répondre de manière très localisée, donc en bombardant l'extrême sud du pays, des positions du Hezbollah, etc. Mais depuis fin septembre, et une première opération très technique avec l'explosion des appareils électroniques, des beepers, puis des talkie-walkie. Donc là, ils ont décapité une partie des cadres du parti. Du Hezbollah. Et puis ensuite, il y a eu l'assassinat du dirigeant de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, qui était quand même en poste depuis 1992. Donc c'était une personnalité extrêmement importante. C'était aussi une personnalité vraiment majeure de la vie politique libanaise. Quand Hassan Nasrallah prenait la parole, tout le Liban, ou presque, l'écoutait, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Personnalité également très charismatique, qui était aussi aimée que détestée. Et donc, à partir de ce moment-là, donc après l'assassinat par un bombardement ciblé sur un immeuble en profondeur, puisqu'il était dans un bunker, Israël, je crois, jusqu'à 16 mètres de profondeur. Voilà. Israël a lancé des opérations militaires de plus grande ampleur, avec un bombardement massif donc des villages frontaliers. On parle de 48 villages qui sont réduits vraiment en cendres, en tout cas qui ressemblent à la ville de Gaza. Et puis des bombardements également massifs, mais moins intense sur l'ensemble du sud du pays, notamment la ville de Tyr, la ville de Nabatiyeh, capitale provinciale, qui paraît très endommagée, et puis également des bombardements ciblés sur le sud de Beyrouth, depuis 2 jours, vous l'avez dit, Pierre-Alexandre Bouclet, y compris contre le centre de Beyrouth, contre, semble-t-il, des intérêts du Hezbollah. Alors, visiblement, ils ont eu consigne. Il se dit que ce sont des consignes américaines, mais je ne suis pas là pour vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas attaqué les infrastructures. Donc, contrairement à 2006, ni l'aéroport, ni les ponts, ni le port n'ont été touchés, ni les autoroutes n'ont été touchés par des bombardements. Et par contre, il y a énormément de victimes civiles, puisqu'on parle de j'ai plus les chiffres du jour, mais de plus de 2800 victimes civiles. Et combien de réfugiés également ? Alors 1,2 million de déplacés donc, du sud vers le reste du pays, principalement vers les zones chrétiennes. Alors du sud donc, et puis au également, sein du Liban, c'est ça ? Oui, au sein du Liban, 1,2 million de Libanais déplacés. Je parlais du sud, mais il y a également la Bekaa, donc la vallée, la plaine à l'est du pays, qui est du nord au sud, qui est également bombardé parce que c'est aussi un fief du Hezbollah, et là aussi beaucoup de déplacements. Il est notable que tous ces habitants vont vers les zones chrétiennes et pas vers les zones sunnites, puisqu'il est de notoriété publique que les sunnites ne s'entendent pas du tout. Et d'ailleurs, les seuls endroits où il y a eu vraiment la fête après l'assassinat de Nasrallah, c'était les zones sunnites. Et donc, c'est pour un pays de moins de 6 millions d'habitants, 1,2 million de déplacés internes, c'est quelque chose. J'étais moi-même au Liban, je suis rentré mardi dernier. Et j'ai pu voir le chaos que cela crée, puisque la partie centrale du Liban, et notamment Beyrouth, sont vraiment complètement pleines. Là, c'est déjà que c'est dense habituellement, mais là, c'est super dense. Alors, et les frappes qui touchent justement Beyrouth, là, elles frappent des zones... D'abord, est-ce qu'elles frappent Beyrouth ou est-ce qu'elles frappent les banlieues de Beyrouth? Alors, jusqu'à présent, c'était la banlieue sud de Beyrouth, qui est à côté de l'aéroport. La zone chiite, c'est ça? Voilà, mais là, depuis 2 jours, j'ai vu des frappes, y compris dans des quartiers de la municipalité de Beyrouth, puisque c'est la banlieue sud, ne fait pas partie de la municipalité. Alors, notamment, j'ai vu un bombardement contre le siège du parti basse libanais, qui est un satellite du Hezbollah, et dans lequel se trouvait, dit-on, un des responsables, un des hiérarques du Hezbollah. C'est le responsable de la communication, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, Mériadec Rafré, comment analysez-vous donc ce qui se passe actuellement au Liban? En fait, pour continuer dans la veine de ce que vient d'expliquer Benjamin, en fait, le Hezbollah a commis la même erreur que les Israéliens avant le 7 octobre. Ils n'ont pas cru, les Israéliens, que le Hamas pourrait un jour se réveiller de manière aussi brutale et choquante
dans toutes les acceptions du terme. Et le Hezbollah a cru qu'il pourrait faire un peu la guerre, mais pas vraiment la guerre, et donc être sur le même modèle que 2006, et Nasrallah a perdu. Il était contraint de ne pas être celui à qui on pourrait reprocher un jour d'être le responsable d'une nouvelle guerre au Liban. Et donc il était contraint, il ne pouvait pas véritablement agir comme il le souhaitait, et il a perdu, à la différence de 2006 où les Américains n'avaient pas réussi à le cibler dans son bunker parce qu'il n'avait pas les bonnes bombes livrées par les Américains au bon moment. Je vous rappelle cette fameuse guerre de 33 jours en juillet 2006, et bien cette fois les Israéliens avaient les bonnes bombes, et ils n'ont évidemment pas hésité puisqu'ils avaient infiltré dans l'intérieur Alors c'est un premier échec, et je dirais c'est un échec stratégique pour les gens du Hezbollah qui ont cru que le monde ne changeait pas pour eux. Je me rappelle avoir discuté avec Naïm Kassem au mois de décembre dernier. Et il me disait non. Alors qui est-ce, pardon, pour les Alors auditeurs? Naïm Kassem, c'est le nouveau patron, je dirais, qui s'est vu propulsé à la tête du Hezbollah, qui était le numéro 2, un des numéros 2 à l'époque, et qui était en particulier chargé des relations avec les chrétiens et les confessions religieuses autres que le chiisme, en fait. Et donc lui pensait que se maintiendrait une sorte de statu quo, c'est-à-dire Exactement. un missile par-ci par-là. C'est-à-dire qu'on embêtait l'Israël pour dire nous sommes des alliés, nous ne laisserons pas tomber le Hamas, mais pas tellement pour ne pas que les Libanais, et en particulier les chiites, puissent lui reprocher d'être l'homme qui amenait de nouveau la guerre au Liban, car en fait, la guerre de 2006 a été traumatisante véritablement pour le Liban, et l'ensemble des Libanais, mais aussi la population, la communauté chiite, reprochaient toutes ces destructions. Benjamin a dit qu'en 2006, Israël avait tapé sur l'ensemble des infrastructures du Liban, avait détruit le Liban institutionnel en quelque sorte, ou la macroéconomie au Liban. Et donc il était... Oui, mais la guerre de 2006 avait créé la popularité du Hezbollah, puisqu'ils étaient ressortis en vainqueurs. Et, en perdant en tout cas. En perdant, mais... Nasrallah lui-même a dit quelques années plus tard qu'il n'avait pas véritablement gagné la guerre, et surtout que s'il avait su ce que ça allait produire chez les Israéliens, il n'aurait sans doute pas agi de la même façon. Donc il y avait une espèce de statu quo ante, et on pouvait simplement en conclure que les Israéliens avaient en particulier pas réussi à détruire le Hezbollah. Et il y avait en fait la véritable guerre que souhaitaient mener les Israéliens le plus vite possible, c'était pas contre le Hamas en réalité, c'était contre le Hezbollah. Et on le voit aujourd'hui par le degré d'infiltration et de préparation de l'armée israélienne, de Tsahal et des services de renseignement qui décapitent en partie le Hezbollah. Et donc, pour répondre à votre question, le Liban est à nouveau le laisser pour compte, le pays qui sera le dommage collatéral en fait d'un affrontement plus large. Mais il va se taire. Charles-Henri, on vous entend? Mais là, on m'entend aussi? Oui, trop. Parce que vous coupez la parole. Alors moi, j'entends rien. Tant mieux. Voilà. D'un affrontement plus large qui est l'affrontement entre Israël et l'Iran. D'accord. Alors, on parlait de la réaction du Hezbollah, mais est-ce qu'à votre avis, le Hezbollah aurait pu rester en marge après le choc du 7 octobre, donc provoqué par les attaques du Hamas? Est-ce que par rapport à la population musulmane, ils auraient pu rester en retrait du Hamas? Ça semblait invraisemblable. Déjà, c'est pas la population musulmane, c'est la population chiite. Parce que... Oui, mais les sunnites auraient marqué des points contre le grand ennemi israélien. Pas du tout, puisque au Liban, les sunnites sont pratiquement tous pro-Israël. Donc, c'est les politiques, les chefs du mouvement de la population sunnite sont plutôt pro-Israël, puisqu'ils sont assez liés à l'Arabie Saoudite, traditionnellement, etc. Donc, non, il n'y a pas de... C'est vraiment auprès de la population. Alors, pourquoi est-ce que Nasrallah s'est mis dans cet engrenage? Nasrallah avait des actionnaires. Son premier actionnaire, c'est la population chiite, et il y a dans le chiisme de la rue comme dans le sunnisme de la rue un sentiment très anti-israélien. Oui, mais c'est un peu ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rester en arrière, sauf à passer pour un dégonflé. Voilà, et le deuxième actionnaire de Nasrallah, c'est évidemment l'Iran. Et donc, d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins lâche au fil des années, puisque le Hezbollah avait quand même acquis une forme d'autonomisation politique, mais aussi économique, Nasrallah était quand même directement connecté avec l'Iran. D'ailleurs, un des sujets aujourd'hui que l'on observe, c'est que Nasrallah a été éliminé. Safieddine, le numéro 2, qui devait être le successeur, qui était le successeur
annoncé a été éliminé par le Hezbollah. Ces deux hommes-là étaient en contact direct avec les gardiens de la révolution, les mollahs iraniens. Et aujourd'hui, même un homme comme Naïm Qassem ne parle pas, selon mes informations, directement avec les Iraniens. Donc on voit bien qu'il y a un flottement quelque part. Donc pour répondre à votre question, Nasrallah était un homme qui avait des actionnaires et qui était sans doute contraint de naviguer. D'ailleurs, on l'a bien vu dans ces différents discours à partir du 7 octobre, si vous les avez, pour ceux qui les ont écoutés, il y avait une forme d'ambiguïté, de paradoxe, d'ambivalence. C'était nous allons, attention, vous allez voir, nous allons. Mais en même temps, pas de beaucoup de retenue. Vous voyez, on a senti toujours ce paradoxe. Et cet homme-là est finalement mort de sa naïveté, croyant que le monde n'avait pas tourné. Alors moi, je serais un peu plus nuancé que vous, Myrialex, sur la population chiite, parce que je pense que la population chiite libanaise, elle est aussi variée. Et bien sûr, peut-être dans la banlieue de Beyrouth, chez des population peut-être très pauvre, etc. Il y avait une volonté de va en guerre, mais je suis beaucoup moins sûr, notamment dans les villages du Sud qui sont proches de la frontière, qui avaient déjà subi plus de 20 ans d'occupation israélienne. Je suis beaucoup moins sûr qu'ils étaient forcément très enthousiasmés à l'idée de déclencher une nouvelle guerre avec Israël. Et c'est toujours difficile de savoir où est l'opinion publique spontanément, où est-ce qu'elle répond qu'on attend d'elle, puisque le Hezbollah encadrait très fortement la population chiite. Donc, est-ce que les gens poussaient le Hezbollah, ou est-ce que c'est le Hezbollah qui poussait les gens à le pousser ? Vous voyez, c'est une espèce d'engrenage. Je partage complètement cette nuance. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une forme de normalisation, entre guillemets, du Hezbollah, c'est-à-dire un affaiblissement de ce qui constituait sa force, son outil militaire. Il semble quand même que le Hezbollah résiste bien dans le sud Liban, mais au prix de pertes très importantes. Il y a les chiffres qui circulent. Donc, globalement, si la guerre continue comme ça, et si Israël continue dans cette stratégie-là, la machine militaire qui apportait sa force, son soutien à l'institution politique du Hezbollah est en train de s'affaiblir. Oui. Alors, pardonnez-moi, qu'est-ce qui se passe précisément justement dans ce sud Liban ? Est-ce qu'il y a une occupation terrestre israélienne ? Est-ce que ce sont des bombardements ? Et quels sont les objectifs d'Israël dans le sud Liban ? Alors c'est bien ça le problème, c'est qu'actuellement il est difficile de comprendre quels sont les buts de guerre du gouvernement israélien. Est-ce que c'est simplement de détruire la puissance militaire du Hezbollah, ce qui, même si le Hezbollah résiste bien, ce qui est quand même en cours, c'est en cours petit à petit, ouais. Et notamment moi de mon séjour au Liban, j'ai bien retenu tout ce qu'on m'a dit, c'est que le Hezbollah était totalement privé de tête, que même les combattants sur place, il semblait qu'ils étaient quand même plus ou moins livrés à eux-mêmes. Alors après, je ne suis pas allé vérifier à la frontière avec Israël si c'était le cas ou pas, je vous rassure. Donc il y a ça. Est-ce que donc, dans les buts de guerre, c'est seulement de détruire la puissance militaire ? Est-ce que c'est aussi ou alors est-ce que c'est de réoccuper tout le sud Liban, comme c'était le cas pendant une vingtaine d'années ? Ou alors même, est-ce que c'est un objectif des Israéliens les plus sionistes ? Non, les plus sionistes, c'est carrément de coloniser. Ce qui est encore différent. On ne parle pas d'occupation militaire, c'est de coloniser, voilà. Puisque les ministres, les fameux monsieur Smotrich et Ben-Gvir, l'ont dit clairement, donc ministre des Finances et ministre du Tourisme, ou dans l'autre sens, je ne sais plus, l'ont dit clairement qu'ils appelaient à la colonisation du Sud-Liban. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est une éventualité qui est tout à fait possible. Ouais, pour décrire à vos éditeurs ce qui se passe aujourd'hui, vous avez à peu près 20-25 000 soldats israéliens qui sont massés derrière ce qu'on appelle la ligne bleue, c'est-à-dire ce fameux tracé qui a été réalisé en 2000, après le retrait total des troupes israéliennes du Liban, et qui matérialise une forme de frontière. Vous avez 20-25 000 hommes avec énormément de blindés, énormément d'artillerie, énormément d'électronique de guerre, un outil très puissant. Et vous avez aujourd'hui une opération qui consiste à entrer pour cibler des endroits où il y a des nœuds de résistance du Hezbollah, de casser ça et de se retirer. Et en même temps, vous avez un rouleau compresseur d'artillerie et de frappe aérienne qui font la même chose qu'à Gaza, comme l'a souligné Benjamin, c'est-à-dire qu'ils éradiquent, ils neutralisent en fait tout ce qui est au-delà de la surface, au-dessus de la surface. Donc, ils cassent tout. Voilà. Ça, c'est sur quelques kilomètres de large, mais il n'y a pas véritablement d'occupation physique permanente du terrain. Vous avez des mouvements de va-et-vient. Oui. Et vous avez par ailleurs, et c'est là où c'est intéressant, c'est ce qu'on voit, c'est que l'état-major en fait demande d'abord aux populations de quitter toute la zone qui se trouve au sud de la rivière Litani, c'est-à-dire une trentaine de kilomètres
au nord de la frontière. Et aujourd'hui, quand vous lisez la presse américaine, ils ont déjà un coup d'avance. C'est-à-dire, ils disent qu'ils veulent faire le vide de population au-delà du fleuve Awali, qui est au nord de Tyr, c'est-à-dire à peu près 30-40 km encore au-delà. Donc ça vous donne la perspective, sans avoir la réponse à cette question précise, on a la perspective opérationnelle libanaise. Et en parallèle, vous avez un système de frappe dans l'ensemble du territoire libanais, à la frontière avec la Syrie, à Beyrouth Sud. Et aujourd'hui, première nouveauté ce week-end, dans Beyrouth, dans des quartiers qui n'étaient pas frappés jusqu'alors, qui consiste globalement à vouloir encager le Hezbollah, c'est-à-dire le priver de ses soutiens en armes et en finances. Ces gens-là ont besoin de payer leurs volontaires. On parle de quelques dizaines ou centaines de millions de dollars par mois pour payer son armée. Ces gens-là, ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de vivre et de faire vivre leur famille. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est d'encager le Hezbollah pour comme disait l'autre, priver le poisson de l'eau du bocal. Bon, voilà, c'est exactement ça. Et troisième objectif, et c'est là où Israël, à mon avis, prend un risque et comment dirais-je, commet peut-être un péché d'hubris, pour employer un terme que vos auditeurs comprendront facilement. Israël, des mesures. Aveuglé par son orgueil ou l'ivresse des victoires tactiques pour l'instant, c'est que Netanyahou a dit, il a suggéré aux Libanais de reprendre le contrôle des institutions en faisant fi du Hezbollah. Donc c'est une manière, si vous voulez, comme le disait un des grands experts de la question dans les colonnes de Vers actuelles que j'ai interrogées, il disait c'est comme si demain les Américains demandaient en fait aux Français d'exclure du jeu le front de gauche, le Rassemblement national, mais aussi tous ses électeurs et ses partisans. Vous voyez, c'est un peu l'idée, c'est en poussant un petit peu loin le trait, si vous voulez. Et alors, intéressant, c'est que nos amis américains et surtout l'administration Biden enfonce encore plus de coups en déclarant cyniquement qu'il est temps pour le Liban de changer de la face des choses et de mettre le Hezbollah de côté et de reprendre le contrôle du pouvoir. Je vous rappelle quand même, et vos auditeurs le savent, que le Hezbollah, c'est aussi un parti politique assis sur une réalité. 40% à peu près des Libanais aujourd'hui sont de confession chiite. Oui, et ils sont inscrits dans la Constitution, en plus, par un accès au Parlement, etc. Enfin, ils président le Parlement, je crois. Non, mais ça, c'est pas constitutionnel. C'est le pacte national de 1943 qui fait que le président du Parlement est chiite, mais il n'est pas du Hezbollah, il est du Hamal. Mais en fait, le problème politique, il est tout simple. C'est que pour l'instant, le Parlement ne siège pas parce que le bloc chiite ne vient pas siéger. Et il y a un quorum qui n'est pas constitutionnel, mais qui est de fait, qui sort d'on ne sait où, mais en tout cas le président du Parlement chiite, M. Berry, qui est là depuis 1991 quand même, comme président du Parlement, applique ce quorum qu'il a sorti de son chapeau. Et donc s'il manque je crois un tiers ou 25%... C'est ça, il a besoin des 2 tiers des voix en fait. Voilà, des présents. Pour réunir le Parlement. Et donc, depuis un certain temps, le Hezbollah et le Hamal, donc les deux partis chiites, ne viennent pas. Donc, tant que le Hezbollah et le Hamal restent alliés, donc c'est-à-dire tant que le Hamal n'a pas liquidé son alliance avec le Hezbollah, il paralyse le Parlement. Le Parlement est paralysé et il ne se passera rien. Alors, on voit qu'il y a des tentatives d'Israël de casser cette alliance inter-chiite entre les deux grands partis, puisque notamment, je me souviens quand j'y étais, il y avait la villa dans le sud, le palais du président Berry qui avait été bombardé. Rassurez-vous, il n'était pas dedans, mais ce sont des signaux envoyés à Nabia Berry pour lui dire il est temps de se séparer du Hezbollah. Après, j'imagine que ce n'est pas facile, ça arrivera peut-être, mais dans combien de temps, ça, je pense que personne ne le sait, puisque c'est également un grand risque politique, et notamment au niveau de la population, parce que pour l'instant, la population, en tout cas chiite, mais même au-delà des chiites, il y a quand même beaucoup de gens qui font un peu bloc, parce que le fait d'être bombardé, c'est jamais très agréable, et donc ça a plutôt tendance à énerver les gens contre Israël, plutôt que laisser ouverte une porte de négociation pour se séparer du Hezbollah. Mais ça finira peut-être par arriver, parce qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude dans une guerre. Oui, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et alors, justement, il y a cette lassitude qui pourrait peut-être toucher à son terme, enfin, ou ne pas trop se développer, puisque demain, donc, un émissaire... Alors, il ne vient plus. Il vient plus ? Non, Oshtine ne vient plus. Il a expliqué en fait que les conditions requises pour discuter avec les Libanais n'étaient pas réunies. Il faut quand même rappeler que Oshtine, c'est l'homme de l'administration qui descend, qui sort. C'est l'homme de Biden.
Ce type-là avait déjà expliqué qu'il allait se recycler dans une boîte où il a gagné beaucoup d'argent dans le privé et qu'il allait changer de métier. Bon, c'est plus l'homme de la situation. Donc moi, j'étais un peu sceptique sur la possibilité, la capacité de ce négociateur en fait à nouveau réunir les conditions d'un cessez-le-feu. Je crois que c'est surtout une manœuvre comment dirais-je de dernière une dernière manœuvre de l'administration Biden pour essayer de peut-être de sauver la face avant que les hommes de Trump ne prennent le contrôle, ce qui commence déjà à se produire gentiment, doucement. On connaît déjà le nom de l'émissaire que Trump va envoyer pour les questions du Moyen-Orient. Il s'appelle Witkoff, c'est un entrepreneur d'origine juive d'ailleurs, de confession juive, qui est un entrepreneur successful, comme dit Trump, dans l'immobilier à New York. Cela dit, Voilà, un homme comme lui en quelque sorte. Donc voilà, sans vouloir. Voilà, donc on voit déjà que les pièces de la manœuvre sont en train de changer, et on voit aussi que, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que moi mon métier c'est d'être analyste, pas Madame Soleil, donc pas comme sur les plateaux de l'LCI souvent, vous voyez ce que je veux dire. On voit. Donc voilà, en tout cas, Trump est un homme qui a un compte, qui est en compte avec l'Iran, mais Trump est aussi un homme qui s'est fait élire en matraquant l'idée sur les estrades de campagne qu'il était l'homme de la paix. Il expliquait, vous savez, que Biden n'avait rien fait, c'était un fainéant, c'est Joe l'endormi. Et que lui, en 24 heures, trouverait des deals avec tout qui bouge. Mais pourtant, en 4 ans, il avait quand même réussi à ne pas empêcher une guerre avec la Russie et surtout à ne rien contrôler à ce qui se passait de l'escalade au Proche-Orient. Donc il dit, Trump, moi, demain, mes amis, il se passerait quelque chose et je serai l'homme de la paix et donc je vais régler les problèmes. Il y a quelques déclarations que Trump a laissées fuiter dans la presse, malgré le pédigré assez baroque des hommes qu'il a commencé à nommer, que vous avez rappelé en début d'émission, c'est assez intéressant. Il y a quelques déclarations qui laissent à penser que Trump pourrait accélérer un deal global dans la région pour essayer de ramener une forme de stabilisation. Je citais l'exemple récemment dans une radio concurrente que ce week-end, par exemple, ou en fin de semaine, un émissaire avait été envoyé par le fameux Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier saoudien, qui est un homme qui compte dans la région, la semaine dernière, auprès des équipes de Trump, pour lui dire écoutez, ce serait pas mal que l'Amérique prenne un peu de champ pour nous laisser un peu respirer et pour éviter peut-être de gâcher une chance de ne pas escalader et de trouver un chemin de paix. Il pensait notamment aux négociations, aux pourparlers officiels aujourd'hui qu'entretient l'Arabie Saoudite et Téhéran. Oui. Alors, Benjamin Blanchard, un mot peut-être, et ensuite, parce que malheureusement l'heure tourne, envisager peut-être l'avenir du Liban et peut-être aussi l'action des SOS chrétiens sur place. Oui, alors je suis parti du Liban le jour de l'élection américaine, et c'est vrai qu'une chose m'avait frappé, c'est que juste avant j'étais en Syrie aussi, et que ce soit au Liban ou en Syrie, il y avait une grosse attente de l'élection de Donald Trump. Et je crois savoir qu'aussi du côté israélien, notamment à droite, chez Netanyahou, tout le monde espérait la victoire de Donald Trump. Donc en fait, il réussit à mettre tout le monde d'accord, puisque tout le monde espérait qu'il soit élu. Alors sûrement qu'il y aura des déçus ensuite, mais pour l'instant, ils attendent tous beaucoup de lui, peut-être par ce que vous venez de dire, Pierre-Alexandre, par antithèse avec l'administration Biden qui était un peu endormie et qui finalement n'a pas fait grand-chose sur le sujet, elle laissait les choses pourrir. Tout le monde espère qu'avec Donald Trump, il y aura de l'action et qu'on va mettre fin au pourrissement de la situation. D'accord. Et alors, l'avenir auquel vous contribuez, en fait, grâce à SOS Chrétiens d'Orient, un peu à votre mesure, comment agissez-vous pour soutenir les Libanais et comment inscrivez-vous peut-être votre action dans la perspective longue? Parce qu'on a l'impression que le Liban n'est pas prêt de sortir de son effondrement qui dure maintenant depuis 40 ans. Non, mais alors déjà, la situation, elle est beaucoup mieux, étonnamment, par rapport à l'an dernier. En fait, quand cette guerre s'est déclenchée, l'économie était tout à fait sur une pente ascendante. La monnaie est stabilisée depuis 1 an et demi. Donc, qui dit monnaie stabilisée, tout de suite, les choses vont mieux. Et l'économie était quand même repartie. Moi, j'y vais régulièrement. Là, quand je suis allé, je trouvais que ça allait beaucoup mieux. Déjà, on le voit rien qu'au parc automobile. Il y avait plein de voitures neuves, très belles, qui circulaient. Donc, ça s'était amélioré par rapport à l'an dernier. Et même en parlant avec les écoles
écoles privées, etc., la situation était en voie d'amélioration. Donc là, évidemment, cette guerre risque de tout compromettre de nouveau. Là, le grand sujet, c'est le plus d'1 million, 1,2 million de déplacés, et c'est leur avenir. Que vont-ils devenir? Et il y a un grand sujet, c'est notamment, vous avez vu, le gouvernement français avait réuni une conférence sur le Liban, en réunissant 800 millions d'euros pour l'aide au pays. Et la question, c'est que faire de cette aide? Le Premier ministre libanais, donc qui est par tradition qui est sunnite, M. Mikati, a eu la glorieuse idée de vouloir leur offrir utiliser cet argent pour faire des préfabriqués. Et la question maintenant, c'est où mettre ces préfabriqués? Oui. Et voilà, c'est ça, parce que si c'est pour tout de suite, qu'on les met pour les gens là où ils sont, c'est une catastrophe, parce que c'est-à-dire qu'ils vont rester là, ils Ça veut vont dire plus que repartir. c'est une colonisation peut-être des régions chrétiennes par des chiites ou... Oui, en fait, c'est avantageux pour les sunnites parce que tout le monde y perd. Sauf eux. C'est-à-dire que les chrétiens se retrouvent avec 1,2 million de chiites dans leur zone, et les chiites n'ont plus de zone. Qui était leur sanctuaire, c'était le sud et la Béka. Donc ça va créer des tensions entre les chiites et les chrétiens, et pendant ce temps, les sunnites sont bien au calme dans leur zone. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de responsables libanais, notamment dans les ministres en poste, qui essayent de se mobiliser pour dire oui, très bien des préfabriqués, mais après le cessez-le-feu, pour permettre aux gens de revenir dans leur village détruit, en attendant que ça soit reconstruit. Ça, c'est acceptable. Mais là où sont actuellement les gens, donc ils sont dans des lieux publics, des écoles, des bâtiments, etc. On peut pas offrir autre chose que ça, parce que sinon ça serait avaliser le fait que ces gens sont là pour une longue durée, et ce n'est pas du tout acceptable. Alors vous me demandiez que fait SOS Chrétiens d'Orient. Donc bien sûr, il y a la part aide d'urgence dans cette crise, donc avec des soupes populaires, avec différentes associations et églises avec qui nous travaillons, donc pour les déplacer. Il y a également, avec le ministère des Affaires sociales, nous avons 2 unités médicales mobiles, donc pour des endroits où il n'y a plus d'hôpitaux parce qu'ils sont fermés ou parce qu'ils ont été détruits. Et donc avec 3 services, médecine générale, pédiatrie et gynécologie. Et puis il y a également les projets de long terme qui continuent, notamment économiques. Avec, là, quand j'y étais, on a assisté à une session, mais c'est un programme plus large de formation à la production d'huile d'olive pour des gens qui produisent déjà de l'huile d'olive, mais pas de bonne qualité, pour leur permettre d'exporter cette huile d'olive, donc d'atteindre des standards européens. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Maria Dacrafré de Valeurs Actuelles. Donc merci Benjamin Blanchard de SOS Chrétiens d'Orient. Alors vous me pardonnerez une déformation professionnelle. Les auditeurs le savent peut-être, j'ai dirigé la communication d'SOS pendant 9 ans. Donc je vous invite, après avoir fait un don à Radio Courtoisie, à soutenir l'action d'SOS Chrétiens d'Orient au Liban, qui est implanté depuis 2014 de mémoire, et qui fait un excellent travail. Donc vous pouvez aller en ligne sur soschrétiensdorient.fr ou envoyer directement votre chèque au 10 rue du Dôme à Boulogne-Billancourt. Est-ce qu'il y a des messages? Il y a des messages. Bon, alors on va en lire quelques-uns. Un auditeur de Radio Courtoisie: la perspective opérationnelle d'Israël au Liban, n'est-ce pas ce qu'on appelle ailleurs un nettoyage ethnique? Vous pouvez répondre si vous avez envie. En 30 secondes, parce que malheureusement, ensuite, on change de sujet. Alors, le terme est peut-être un peu fort, mais il y a un mouvement, il y a quelque chose de ça qui s'esquisse sur le terrain. Et la question à laquelle il faudrait répondre, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les zones qui ont été détruites aujourd'hui? Est-ce que ce sera un no man's land en friche, ou est-ce qu'une autre population viendra dans ce no man's land? Je pose la question, je crois que ce serait intéressant d'y réfléchir. Et si c'est le cas, oui, ce sera un nettoyage ethnique. Exactement. Alors, un autre auditeur de Radio Courtoisie: sans être un partisan du Hamas ou du Hezbollah, peut-on remarquer que l'opération si intelligente du piégeage des appareils de communication a été montée il y a plus de 2 ans avec la création de sociétés en Europe, et avec infiltration du plus haut niveau du commandement iranien qui a choisi lui-même ses fournisseurs? Votre auditeur a raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en 2006, les généraux israéliens, quand ils ont été réunis dans des salles pour faire les briefings de cette opération qui n'avait pas très bien marché, ils se sont tous jurés en quelque sorte de revenir au Sud-Liban. Et d'ailleurs, les généraux aujourd'hui qui commandent l'opération au Sud-Liban étaient capitaines, commandants, lieutenant-colonel en 2006. Ils avaient un compte à régler, et ce compte-là, le Mossad voulait le régler aussi, et depuis 2006, ils ont agi dans la profondeur. Et on le voit aujourd'hui, avec quelle ampleur? Alors cet auditeur poursuit: c'est encore un renseignement émanant du haut commandement iranien qui a permis l'assassinat ciblé par bombardement des responsables du Hezbollah.
La destruction de bunkers a nécessité l'emploi de bombes spéciales que seuls les Américains possèdent. On a donc bien une opération totalement contrôlée par Netanyahou pour constituer son projet de grand Israël, et le Liban n'est pas un dégât collatéral, mais bien la cible d'une opération soigneusement montée depuis des années. Je vais apporter quelques nuances. Si cet auditeur peut me donner les informations qu'il a, ça m'intéresse parce que moi je suis pas aussi bien informé que lui. En tout cas, on a quelques doutes, mais voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que le Liban fait partie d'une vision stratégique israélienne plus globale qui englobe en réalité un affrontement avec l'Iran chiite. Vous savez, le fameux axe chiite. Je voudrais juste souligner à votre auditeur que l'axe chiite, c'est-à-dire cet axe terrestre allant de Téhéran jusqu'à Beyrouth en passant par Bagdad et puis aussi un peu Damas, en fait il a été créé en 2003 lorsque les Américains sont intervenus en Irak et ont permis un régime change, c'est-à-dire qu'ils ont évincé le parti de Saddam Hussein et les sunnites pour y mettre les chiites. Donc ce sont les Américains qui ont créé ce fameux axe du mal qu'aujourd'hui les Israéliens veulent combattre à nouveau. C'est bon. Eh bien, écoutez, bon. Merci beaucoup. Merci Mériadec Raffray de Valeurs Actuelles. Donc, merci Benjamin Blanchard d'SOS Chrétien d'Orient. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Si vous avez des obligations, vous êtes libérés. Nous écoutons un petit message de promotion pour Radio Courtoisie et nous revenons juste après pour parler de Donald Trump et de ses ministres étranges. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors parce que je veux Oui, pas... merci d'avance. Merci à vous, chers auditeurs. Alors, nous allons remercier d'ailleurs les auditeurs les plus militants d'entre vous qui nous soutiennent et qui nous permettent de vous fournir ces émissions, ces analyses un peu hors des sentiers battus. On va remercier d'abord cet auditeur. Alors, j'ouvre le bal. Allez-y. Un auditeur de Morson dans l'Essonne qui envoie 50 € pour que vive Radio Courtoisie jusqu'à la victoire finale et au-delà. Eh ben, merci, cher auditeur, merci de votre soutien. Merci également à cette auditrice de Paris qui envoie 50 € et qui nous dit à l'occasion de l'anniversaire de la radio, j'ai le plaisir d'adresser un chèque supplétif. Ceci s'ajoute au virement automatique mensuel. En adressant mes meilleurs souhaits à toute l'équipe de Radio Courtoisie, eh ben, tous nos vœux et tous nos souhaits à vous également, chère madame, et un grand merci. Un auditeur d'Anières dans les Hauts-de-Seine qui envoie 60 €. Voici ma contribution annuelle. Bravo. Toutes ces excellentes émissions que vous nous offrez. Eh ben, merci à vous, cher monsieur, parce que c'est grâce à vous que nous pouvons les produire. Merci donc également à cette auditrice d'Anières-sur-Seine, qui envoie 40 € et qui nous dit « J'avais demandé une référence musicale à Rachmaninoff et Liszt, bien reçue. Quelle célérité !» Merci. Et on va remercier notre secrétariat bénévole lui aussi. Voici un chèque pour vous remercier. Acceptez tous mes remerciements et ma reconnaissance pour toutes ces bonnes informations de Radio Courtoisie. C'est du très beau travail. Merci à vous, chère auditrice. Voilà, c'est aussi du très beau travail de nous soutenir parce qu'encore une fois, c'est grâce à vous que nous existons. Et une auditrice de Billières dans les Pyrénées-Atlantiques qui envoie 50 €. J'écoute votre radio tous les jours et merci à toutes les équipes pour leurs émissions réconfortantes. Encore une fois, voilà, merci à vous, merci à tous les auditeurs militants, à tous ceux qui comprennent que Radio Courtoisie vit sans aucune ressource publicitaire, que nous ne dépendons que de nos auditeurs les plus militants pour exister. Et donc, c'est grâce à eux que nous pouvons produire ces émissions tout au long de l'année et accomplir ce que Jean Ferré appelait un miracle quotidien. Nous allons fermer cette petite tranche promotionnelle avec l'annonce du voyage que nous organisons à Rome avec l'agence Odeia, qui aura lieu du 11 au 14 décembre 2024, avec votre serviteur, avec Sophie Mageran et avec monsieur l'abbé Raffray, pour voyager à Rome, donc découvrir Rome de Cicéron à saint Thomas d'Aquin, des racines antiques de l'Europe jusqu'au patrimoine chrétien. Et voilà, donc vous pouvez avoir toutes les informations, en téléphonant au 01 44 09 48 68, 01 44 09 48 68, ou en écrivant de manière plus simple à contact@odeia.fr, Odeia s'écrivant O-D-E-I-A, O-D-E-I-A.fr, odeia.fr. Alors, nous passons maintenant à notre sujet suivant. Alors, je crois que notre ami Charles-Henri devra nous quitter à 19h, donc on va peut-être attaquer tout de suite avec le Mercosur, parce que c'était le sujet sur lequel il tenait le plus à intervenir. Donc, il y a 2 jours, les agriculteurs français ont repris leur mobilisation contre l'accord européen de libre-échange avec le Mercosur. Donc, le Mercosur, c'est le marché commun du Sud, qui regroupe donc l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.
Et cet accord de libre-échange avec le Mercosur donc, menace, selon les agriculteurs, nos filières agricoles, ce qui est bien dommage. Bruxelles jure qu'il n'en est rien du tout, qu'il s'agira uniquement de petits volumes et qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat et encore moins un bœuf. On nous dit que les produits du Mercosur dont les droits de douane seront réduits ou éliminés concerneront seulement, entre guillemets, 99 000 tonnes de viande bovine, soit 1% de la production de l'UE, dit-on. Pour la viande porcine, ça sera 25 000 tonnes. Pour les volailles, 180 000 tonnes. Et pour le sucre, 190 000 tonnes. Il y a encore des sujets en négociation. Et l'Europe demande notamment aux pays du Mercosur des engagements sur la déforestation et le climat. Le Brésil, lui, demande à pouvoir protéger ses industries stratégiques comme l'automobile. Alors, Charles-Henri, je crois que vous vouliez réagir sur ce sujet. Oui, parce que je trouve ça vraiment honteux de la part de notre président de faire croire qu'il pourra s'opposer à cette décision de contracter. Parce qu'il a délégué les pouvoirs à Bruxelles et que le traité est de telle sorte qu'un seul pays comme la France ne pourrait pas s'y opposer. Et de toute façon, ce n'est pas dans sa philosophie, puisque tout le monde sait que c'est un mondialiste. Donc lui, il encourage ce genre de traité. Donc c'est un coup de grâce à l'agriculture française. Et c'est malheureux, mais sur le fond, on sait très bien que les autorités veulent anéantir l'agriculture française. Alors après, il y a des raisons de fond. Bon, moi, je fais partie des complotistes qui pensent que les agriculteurs ne sont pas bien vus dans notre société. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent avoir les éléments de base pour survivre sans l'État. Hein. Un agriculteur, déjà, s'il a de quoi se nourrir avec sa petite famille, il n'a plus besoin d'aller chercher de l'argent à la banque toutes les semaines. Donc, c'est un élément dangereux pour la société. Et par-dessus le marché, ils ont des engins, ils sont bien équipés pour défoncer une préfecture, une sous-préfecture, etc. Donc, le pouvoir mondialiste n'aime pas les gens indépendants et a fortiori les agriculteurs. Donc, il faut sabrer l'agriculture. Et par-dessus le marché, c'est honteux parce qu'on a poussé nos agriculteurs à faire de la surproduction. Maintenant, on les oblige à vendre à bas coût. Donc, c'est tout à leur détriment. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir comment M. Retailleau va réagir parce qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Je pense qu'il aime bien les agriculteurs, mais il est obligé d'obéir à son patron. Alors, Philippe Ménard, je crois que vous vouliez rebondir sur cette affaire. Donc, Philippe Ménard, directeur de Politique Magazine. Oui, enfin, ce qui est intéressant, outre tout ce qu'a dit Charles-Henri Deslois, même si je ne le suis pas totalement sur le vaste complot contre les agriculteurs, c'est que d'une part, les agriculteurs français ont bénéficié, tant qu'ils ont pu, d'un certain mondialisme, et que là, ils se retrouvent effectivement acculés à une situation qui va être horriblement pénible pour eux, puisque ce sont les importations agroalimentaires en provenance du Mercosur qui vont impacter principalement les agriculteurs français, étant donné que, par ailleurs, on a déjà du poulet ukrainien qui débarque à haute dose et que les clauses miroirs que réclame Emmanuel Macron n'existeront pas. Par ailleurs, l'Union européenne a déjà fait savoir qu'elle était prête à démantibuler l'accord du Mercosur en plusieurs paquets, dont le paquet qui concerne strictement les échanges économiques, parce qu'il y a des paquets très importants sur la liberté d'expression, ce genre de trucs. Donc voilà, puisque c'est normal. On est en train de jouer notre influence par rapport à celle de Trump et des Chinois, et donc ça passe par l'ouverture à ce marché de 700 millions de personnes. Et si le paquet économique est vraiment séparé, une majorité simple sera suffisante dans les organes de gestion de l'Union européenne, donc sans que les Français puissent s'y opposer. Ce qui est ironique, puisque c'est exactement ce type de mécanisme qu'Emmanuel Macron appelle de tous ses voeux. Et enfin, dernier point, il a été absolument remarquable. On nous parle d'une unanimité de la classe politique française. Bon, d'une part, le Rassemblement national a été soigneusement tenu à l'écart de la pétition de 600 parlementaires et élus qui réclamaient l'arrêt du Mercosur, comme si le Rassemblement national n'était pas très national, contrairement aux autres qui, sur ce coup-là, étaient horriblement nationaux. Et on a
enfin, l'idée que tous les partis qui nous vantent l'Union européenne comme étant quelque chose d'absolument génial, brusquement nous expliquent que l'Union européenne ne joue pas le jeu. Mais quel jeu l'Union européenne joue-t-elle aujourd'hui qui soit différent du jeu qu'elle joue depuis 30 ans ? N'oublions pas que le Mercosur, ça fait 25 ans qu'il est en train d'être négocié. Donc tous ceux qui, depuis 25 ans, nous disent de voter pour une Union européenne forte, y compris les gens du PPE et donc tous les gens qui sont apparentés à Michel Barnier et Emmanuel Macron, sont ceux qui ont construit le Mercosur. Jean-Yves Le Gallou. Juste un petit bémol, parce que quand Richard dit que les agriculteurs ont profité du mondialisme, d'abord pas tout le monde, mais c'est vrai qu'au début, ils auraient pu céder aux sirènes de l'Europe à cause des subventions. Donc évidemment, ils pensaient bien faire en se disant, chouette, on va avoir des subventions quand on est déficitaire avec la PAC. Mais ça a duré un temps, jusque dans les années 80-90. Après, il y a eu les pêcheurs bretons, il y a eu certains agriculteurs qui se sont rendus compte que de toute façon, ils se faisaient avoir. Et deuxièmement, on nous parle d'écologie, de circuit court. Ah ben, c'est sûr que faire venir la viande d'Argentine ou du Brésil, on n'est plus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où on avait remercié les Argentins de nous avoir exporté de la bonne viande. Et pour les remercier, on a donné le nom d'une grande avenue, l'avenue d'Argentine, avec la station de métro Argentine. Ça vient de là. Eh ben, écoutez, je suis ravi de l'apprendre, je l'ignorais. Et la seconde culturelle. Jean-Yves Le Gallou. Oui, je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit précédemment. J'ajouterais deux choses. Un, il y a un mouvement mondial d'appropriation des terres par des grandes entreprises. C'est le cas dans certains pays d'Amérique latine, c'est le cas en Ukraine, et ça peut être aussi une tentation en France. Et donc, on va mettre en face de petites exploitations, même si aujourd'hui, une petite exploitation en France, c'est 100, 200, voire 400 hectares, par rapport à des milliers ou des dizaines de milliers d'hectares. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la difficulté des agriculteurs français ne fait pas forcément de la peine à tout le monde, notamment pas de la peine aux énergéticiens qui sont en train de vouloir promouvoir les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire transformer un certain nombre de terres agricoles, voire forestières, pour y implanter hier et aujourd'hui des éoliennes, et surtout à terme des panneaux solaires. Et donc le fait que l'agriculture rapporte moins en France va peut-être conduire à transformer les terres, à artificialiser les terres, de fait, avec le développement du solaire. Ce qui est un des grands plans d'ailleurs de l'Union européenne, ça fait longtemps que ça mature, cette idée de segmenter le monde littéralement en services particuliers, et notamment avec l'Amérique du Sud comme terre agricole de la planète. C'est pas nouveau finalement. Donc, c'est la mise en œuvre d'une politique de longue durée. Alors, à l'origine, ça devait être la France qui devait être le grenier de l'Europe, à l'origine. Il y a très très longtemps. C'est ce qu'on nous a fait croire. Non, c'est pas si longtemps. C'est du temps du marché commun et même des premières... Oui, c'est De Gaulle-Pompidou, oui. Ouais. C'est ça, non? C'était hier. Et ça fait très longtemps. À l'échelle d'un siècle, c'est pas très longtemps. Benjamin Blanchard. Juste pour un petit mot pour dire que j'étais moi-même assistant parlementaire au Parlement européen entre 2014 et 2016, et c'était effectivement déjà... On va en parler tout à l'heure. Non, mais le Mercosur était déjà un des grands sujets de travail. Dans les cartons, ouais. Myriam Craffray. Oui, moi je ne suis pas un spécialiste du monde agricole, mais ce qui me frappe, c'est que c'est un dossier très intéressant, symbolique en fait des paradoxes ou des contradictions entre le défendre la richesse nationale versus ouvrir à la mondialisation sauvage. En fait, en France, l'opinion publique est assez d'accord pour rejeter globalement cet accord. Par contre, quand on regarde chez les agriculteurs, on voit bien que, en fonction de la manière dont on fait de l'agriculture, on est plus ou moins contre ou plus ou moins pour. Et je vous renvoie aux déclarations des gens de la FNSEA. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, Macron, il est piégé par cette affaire-là. Il ne pourra pas dire non, car notre ami l'a bien expliqué. C'est soit on prend tout et ça passe, et si ça passe pas, on va faire de la découpe, de la dentelle, comme font les Israéliens d'ailleurs au Liban, pour que finalement ça passe. Macron n'a pas les moyens, la puissance aujourd'hui politique et économique suffisante pour dire non, alors que ce dossier est majoritairement rejeté par les Français. Donc on est là, concrètement, sans rentrer dans la grande politique ou dans du complotisme, on est là face à un exemple concret des limites qui sont celles de la France aujourd'hui dans un système européen tel qu'on le connaît. Je trouve ça très intéressant. Oui.
Jean-Yves ? Oui, et d'ailleurs, vous avez parlé de la FNSEA. Le patron de la FNSEA est lui-même à la tête d'énormément d'hectares et de grandes entreprises. Et Donc, des grandes entreprises comme le groupe Avril qui importent des choses depuis le Brésil. Donc quand voilà, c'est pas pour rien qu'il y a quand même des noces un peu bizarres entre le mondialisme et l'agriculture française. Je suis persuadé que les gens de la Confédération paysanne et la coordination rurale n'ont pas l'outil industriel de la FNSEA via le groupe Avril et n'ont pas le côté capitalistique qu'ont les gens de la FNSEA qui passent leur vie à plaider pour effectivement des entreprises de 1000 vaches et 10 000 moutons et 100 000 hectares. Voilà. Ouais. Alors, quelle solution peut-être pour les agriculteurs français face à cela ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire finalement. Des subventions, l'Union européenne a expliqué qu'ils allaient nous lâcher 4 à 5 milliards, comme on fait tomber des piécettes un peu chauffées à blanc pour regarder les gueux s'en emparer. Non, il n'y a aucune solution. Ouais. Donc les suicides d'agriculteurs vont continuer puisque c'est le même mécanisme alors. Tout à fait. Ouais. On va les subventionner un temps, puis après, progressivement, on va les asphyxier. Bon, eh ben, C'est de écoutez, l'euthanasie de l'agriculture. sur ces paroles encourageantes, nous allons conclure ce sujet en espérant peut-être qu'un d'éventuels changements de gouvernement puisse changer la donne également. En parlant de changement de gouvernement, donc nous partons vers les États-Unis. Donald Trump va-t-il gouverner avec des fous ? Donc on a vu que ce n'est pas tout de remporter une élection haut la main. Encore faut-il gouverner ensuite. Et d'après les médias de gauche, c'est assez mal parti pour Donald Trump qui a pratiquement installé la famille Adams à la Maison-Blanche. Jugez-en vous-même. Donc un ancien animateur télé, Pete Hegseth, à la défense, un climato-sceptique, Chris Wright, à l'énergie, Matt Gaetz à la justice et les 3 avocats de Donald Trump comme adjoints. Alors ça, c'est assez cocasse quand même. J'avoue que là, ça fait un peu quand même bananier. Gaetz est notamment réputé pour diffuser ses vidéos de partouze. Chacun ses distractions, dont une avec une mineure. Ça, c'est une accusation pour le moment. Il n'est pas réputé pour ça. Et on l'accuse d'avoir couché avec une mineure et il est réputé pour partager généreusement les vidéos de ses bonnes fortunes avec ses collègues parlementaires. Voilà. En tout cas, il a démissionné de ses fonctions de parlementaire donc pour empêcher le rapport, apparemment, que la commission d'éthique du Congrès s'apprêtait à rendre public et pour couper court à toute question ultérieure. On a également Tulsi Gabbard, qui est la directrice nationale du renseignement, donc qui va gérer 18 agences de renseignement. Futur, oui, elle n'est pas encore confirmée. On ne sait pas jusqu'où le casting va se concrétiser pour l'instant. Oui, en fait, la question sera, est-ce qu'ils seront confirmés par le Sénat, puisqu'apparemment c'est indispensable. Donc Madame Gabbard, qui va diriger les agences de renseignement, donc notamment la CIA et la NSA, et qui est présentée, c'est pas moi qui parle, mais Le Monde et Libération, comme isolationniste, complotiste, pro-russe, pro-Iran. Et enfin, Robert Kennedy Jr., c'est assez cocasse aussi, qui était un anti-vax et réputé complotiste, à la tête du département de la santé. Voilà, alors que vous inspire ce gouvernement ? Est-ce que les médias de gauche ont raison d'être alarmistes ? Vous présentez ça comme BFM. Je vous présente ça comme les médias de gauche nous mettent en garde. Je préfère, parce que valait mieux s'introduire comme ça, parce que moi je me souviens vous êtes trop jeune, président, mais Reagan, il était presque considéré comme un demi-débile. J'allais en parler de Reagan, justement. Reagan, on disait que c'était un acteur de série Z. Ouais. Et on disait qu'il était presque débile léger. Résultat, il a été réélu haut la main et il a fait 2 très bons mandat. Alors maintenant, évidemment, quand on n'aime pas quelqu'un, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Et puis quand on n'est pas d'accord avec les conseillers, on dit qu'ils sont incompétents, débiles, ou foireux, ou véreux, tout ce que vous voulez. Après, la question, c'est est-ce que c'est faux ? Alors, je crois il faut prendre un peu de recul parce que, comment dirais-je, Trump aime bien disrupter, Trump aime bien choquer et surtout Trump, il aime bien faire comme il a envie de faire. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre qu'en 2016-2020, le premier mandat de Trump, il a eu le sentiment, un peu d'ailleurs comme ce qu'avait expliqué Nicolas Sarkozy à la fin de son mandat, qu'il n'avait
cesser de lutter contre l'État profond, ce qu'ils appellent l'État profond, c'est-à-dire l'administration et les réseaux qui tiennent le pouvoir aux États-Unis, qui sont multiples, variés, ça va des ONG aux think tanks, en passant par les lobbies financiers et industriels et tutti quanti. Il y a beaucoup de croisements de puissance et de pouvoir. Et Trump s'était juré en 2024, s'il gagnait, d'installer, grâce à son travail antérieur, une puissance suffisante pour pouvoir placer ses hommes, faire le ménage et véritablement avoir les leviers sur les manettes. Et moi, ce que je comprends de ce premier casting, c'est que ce sont des hommes de confiance, des hommes qu'il connaît, des hommes qui lui doivent, des hommes et des femmes d'ailleurs, qui lui doivent quelque chose, qui sont dans leur genre respectif, des gens qui ont été baisés la babouche de Trump en 2020, 2021, 2022 pour rentrer dans son équipe. Et donc le signal pour l'instant qu'il envoie, c'est que c'est finalement lui qui sera le ministre de la Défense, le ministre des services de renseignement, un peu comme Macron, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour moi le premier signal qu'il envoie. Et ensuite, quand on regarde les CV de ces gens-là, il y a des gens qui se neutralisent par leurs oppositions et leurs penchants. Donc voilà. Et troisième remarque, ce sont des gens qui sont pragmatiques. Quand elle dit, cette femme dont vous avez cité le nom, Madame Gabart, qu'elle parle à Bachar el-Assad, qu'elle parle à la Russie, qu'elle parle... Oui, enfin, c'est en fait le b.a.-ba de la diplomatie. Je rappelle que la diplomatie, c'est de parler avec son ennemi quand tous les canaux sont rompus, quand les armes parlent, il faut continuer à parler. Eh bien, c'est ça la diplomatie et on devrait bien s'en inspirer. Et pour Benjamin, en quelques secondes, et ensuite... Voilà, pour les deux démocrates, donc M. Kennedy et Mme Gabbard, ce sont d'abord des récompenses pour des ralliements. C'était les deux prises de guerre de Donald Trump, donc c'était évident qu'ils auraient un poste. Et Mme Gabbard, n'oublions pas, était candidate à la primaire démocrate lors de la dernière élection en 2020. Elle n'avait pas fait de très bons résultats, mais ce n'est pas une inconnue. Elle ne sort pas du chapeau comme ça, et elle s'est ralliée assez tôt dans la campagne à Donald Trump en quittant le Parti démocrate. Et c'est vrai qu'il faut noter que pendant la guerre en Syrie, ça avait été la seule élue, à ma connaissance, du Congrès, donc parce qu'il y avait eu des élus d'État, mais du Congrès fédéral, à se rendre à Damas et à rencontrer le président Bachar el-Assad. Et second point... à l'époque, elle avait bonne presse à la gauche. Bien sûr, oui, elle était plutôt de l'aile gauche du parti démocrate. C'était une représentante de Hawaï. Et l'autre point sur lequel que je voulais mentionner, c'est que je me souviens très bien, parce que je commence à vieillir, de l'élection présidentielle de 2000 et des cris d'orfraie qu'avait poussé la presse française, les mêmes titres que vous avez cités, comme quoi Monsieur Bush Junior était vraiment un extrémiste, un isolationniste comparé à son père qui était si modéré, etc. Et maintenant, les mêmes journaux nous disent qu'en fait, Bush était vraiment un modéré. D'ailleurs, il a plus ou moins, ou ses proches ont soutenu Biden, etc. Et que, en fait, là, on est encore plus loin, là, dans l'horreur, etc. avec Donald Trump. Encore plus proche d'Adolf Hitler. Tout à l'heure, on a parlé de Reagan, il y a eu Bush, maintenant il y a Trump. En fait, à chaque fois, c'est le même discours, les mêmes hurlements, etc. Jean-Yves Le Gallou. Oui, moi je crois qu'il y a quand même un changement radical, vous l'avez dit d'ailleurs, entre le Trump de 2016 et le Trump de 2024. De 2016 à 2020, de fait, il s'est fait balader par l'État profond. Il a nommé, au fond, les gens de l'établissement. Les gens de l'établissement ont fait une politique conforme, peu éloigné Parce qu'il n'avait pas d'équipe à l'époque. Des politiques antérieures. C'était un ovni politique. Même s'ils n'ont pas déclaré de guerre, contrairement à la tradition américaine depuis un certain nombre de décennies, voire de siècles. Là, je pense qu'il a la volonté de changer et de nommer des gens très différents. Alors honnêtement, moi, je n'ai pas étudié tous les dossiers des candidats, mais je voudrais simplement dire, il y en a un qui est présenté aussi comme un fou, qui est Elon Musk. Alors, si vous regardez la notice Wikipédia d'Elon Musk, il est far-right conspiracy theorist. C'est-à-dire que c'était un théoricien conspirationniste d'extrême droite. C'est simplement quelqu'un qui a SpaceX,
qui a Tesla, qui a Twitter, mais c'est un conspirationniste d'extrême droite. Qui vient de la gauche d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs plutôt de la gauche. Il était très écologiste. Mais il explique que c'est la gauche qui s'est déplacée. Mais Musk, c'est un homme... C'est le Robert Ménard. D'une extrême intelligence. C'est pas gentil pour Musk. C'est beaucoup d'honneur à Elon Musk. Je ne savais pas que Ménard allait sur la Lune, mais bon... Il suffit de dire une bêtise et hop. Et donc, Elon Musk, c'est quelqu'un d'une très grande intelligence et je pense d'un très grand courage, ce qui est rare. Kennedy Jr., c'est aussi quelqu'un, je crois, d'une grande intelligence et d'un grand courage. Parce que quand on désigne, comme il le fait, comme ennemi Big Pharma, c'est une chose, et l'État profond, et qu'on s'appelle Kennedy, on doit avoir du mal à trouver un assureur sur la vie. Bon, donc je pense que... et puis Kennedy Jr., c'est vrai, il va sans doute sortir un certain nombre d'études statistiques sur le Covid, sur le vaccin, qui correspondront peut-être pas à ce que les gens conformistes en attendent. Bon, donc je pense que voilà déjà deux personnalités très, très fortes. Madame Gabard, on en a parlé, elle a quand même un pédigré, elle a un passé politique relativement réputé. Alors peut-être qu'elle n'a pas les positions qui conviennent à Libération, c'est possible. Mais par contre, il y a une personnalité qui défrise la chronique, c'est quand même le fameux Peter Hegseth, qui a 44 ou 3 ans, un ancien, à la défense, donc, hein. Un ancien béret vert de la garde nationale et qui s'est trouvé propulsé ensuite chez Fox News, tatoué comme un camionneur, et qui va se retrouver à 44 ans parce qu'il est un inconditionnel de Trump. Il lui a ciré les pompes, il faut bien le reconnaître, à Fox News. Il va se retrouver patron d'une administration de plus de centaines de milliers de soldats qui a un budget faramineux de 880 milliards de dollars par an. Bon, on comprend bien que c'est Trump qui sera à la manœuvre, ce ne sera pas Peter Hegseth, ou alors ce sera le futur Reagan peut-être, c'est-à-dire un nouvel acteur de série Z qui pourrait demain émerger. Mais c'est bizarre qu'on insiste plus sur son parcours chez Fox News que sur son passé d'ancien combattant. Parce que il a quand même, pour ça qu'il a été choisi. au moins il connaît la guerre, donc il sera peut-être tenté de pas trop la faire aux autres. Le général Béjart avait été un très bon ministre des armées. Il savait de quoi il parlait. Il était général. Il faut éviter de comparer la garde nationale à un soldat de l'armée française qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, parce que la garde nationale ou rien, c'est à peu près la même chose. Il a été en Irak. Oui. Enfin, pas tous d'un coup. Il suffit d'aller en Irak pour piloter une Jeep, vous revenez, vous êtes vétéran, on vous file une médaille de bronze. Faut pas charrier. Enfin, on voit ce que c'est, les héros dont les Américains nous rebattent les oreilles. Il y a quelque chose qui est intéressant quand même. Il y a le vice-président Vance. Le vice-président Vance, oui, c'est l'intello. C'est l'intello, c'est le type qui est structuré, c'est le type qui a été financé par Peter Thiel, c'est le gars qui est censé, en fait, faire en sorte que, quand Trump fait des grands moulinets avec ses bras et sa mèche, lui dire « attention, on se calme » et donc peut-être que le gars de la garde nationale, il va peut-être pas tout de suite nous faire une politique militaire absolument brillante sur base de discrimination des homosexuels, puisque c'est le grand projet militaire de ce génie. Il y a aussi quand même une partie des choses dont on parle moins, c'est par exemple Brendan Carr qui a été nommé aujourd'hui à l'équivalent de l'ARCOM pour la régulation donc des télécoms, et qui en fait reprend exactement les projets des démocrates, et là les journaux de gauche évidemment sont un peu ennuyés d'en parler. Il veut démanteler Google exactement, et Facebook, donc Meta, exactement comme l'administration Biden voulait le faire. Et ils veulent le faire pour des raisons qui sont totalement différentes, mais qui sont concomitantes, parce que les gens autour de Trump considèrent que les très grosses entreprises ne sont pas agiles, qu'elles sont pourries par l'administration, qu'elles ne sont pas capables d'innover, et donc son métier, c'est de faire en sorte de péter tous les gros monopoles américains qui, en fait, quel que soit le président républicain ou démocrate, ont toujours réussi à se maintenir. En fait, oui. Ce qui est intéressant pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, c'est que Trump a fait le constat avec ces milliardaires. Là, vous parliez d'Amazon, c'est Jeff Bezos, le patron du Washington Post, qui a refusé de prendre parti pour les démocrates cette année. Je crois que ces gens-là ont fait le constat en fait des côtés négatifs, des désavantages en fait de ce qui consistait jusqu'alors une forme de puissance américaine. C'est-à-dire la démesure. Par exemple, Elon Musk que vous citez tout à l'heure, je crois qu'il est allé au bout déjà
de l'expérience wokiste dans ces entreprises et en Californie, et il en est revenu. Et l'homme, notamment parce qu'un de ses enfants a changé de sexe. voilà, il y a ça aussi, c'est une expérience personnelle. Et je crois que l'homme qui est le coordinateur, une espèce de pivot de ça, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est J.D. Vance, qui est un petit gars sorti de l'Ohio, d'une famille ultra pauvre, qui s'est hissé à la force du poignet et de son intelligence, et qui a fait fortune en Californie en fréquentant ces hommes de la progressistes, libertariens, etc. Et ces gens-là ont fait le constat que finalement, ces rêves progressistes, poussés au bout, concrétisés, finissaient par devenir une faiblesse, un handicap pour la puissance américaine. Et je crois que c'est là où quand même on a quelques soucis à se faire, c'est que l'alliance du milliardaire Trump et de ces hommes-là devrait produire, en tout cas ils ont dans l'idée de produire une Amérique qui se réindustrialise, qui revient aux fondamentaux de l'économie. On parle de plusieurs trilliards de dollars dont ils ont en projet de réinjecter dans l'économie américaine. Les premiers éléments commencent déjà à montrer que les capitaux se réinvestissent aux États-Unis. Évidemment, si cela va jusqu'au bout, on aura encore quelques soucis à se faire. Mais Biden avait déjà commencé avec l'IRA à mettre l'Europe à genoux. Je voudrais juste ajouter un dernier mot, Pierre-Alexandre, si vous me le permettez. Merci de me l'avoir permis. C'est le fait que Emmanuel Macron parle de l'État profond. Donc là aussi, tous les journalistes qui sont en train de nous expliquer que Donald Trump est un conspirationniste parce qu'il parle de l'État profond, Emmanuel Macron a prononcé ces deux mots « État profond » en accusant les échecs sanglant de son premier quinquennat et d'une partie du second, du fait des résistances en fait de l'appareil administratif. Et qui sommes-nous pour contredire un type aussi intelligent que Emmanuel Macron, ce Mozart de la finance, ce Beethoven de la diplomatie, cette Yvette Horner de l'industrie. Est-ce qu'on a fini là-dessus ? Un mot ? Bon, la question, ce sera déjà de savoir donc s'ils seront confirmés par le Sénat. Ensuite, savoir si c'est bien raisonnable quand même. Je crois qu'il y a un bon test quand même. Des gens qui sont attaqués par Libération, par Le Monde, etc. Il ne faut pas partir du principe qu'ils sont mauvais, il faut regarder. Oui. Il n'y a qu'au Rassemblement national qu'on les vient. C'est une excellente boussole inversée. C'est vrai. Alors, cela dit, il y a quand même un point intéressant, on pourra peut-être en dire un mot, c'est quand même que j'ai l'impression que Trump et son gouvernement est en train d'anéantir l'anti-américanisme qui pouvait régner dans les milieux conservateurs français. J'ai l'impression que tout le monde devient un peu pro-américain. Il a sauvé notre liberté d'expression. Oui. Voilà. Moi, j'attendais l'élection américaine avec énormément d'inquiétude, parce que je pense que si Kamala Harris avait été élue, leur première préoccupation aurait été de s'attaquer à tout ce qui leur échappait, c'est-à-dire les médias alternatifs, les réseaux sociaux, à démanteler le réseau X, qui est aujourd'hui le principal garant de la liberté d'expression dans le monde occidental en tout cas. Et ils avaient même en projet, ils se posaient même la question du maintien du premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression. Donc je pense qu'on sera peut-être déçu par Trump, bien sûr, et puis c'est pas forcément complètement... il n'agira pas dans le sens des intérêts européens, il va agir dans le sens des intérêts américains, bien sûr. Mais si Kamala Harris avait été élue, je pense qu'on avait vraiment de très, très gros soucis à se faire pour notre propre liberté. Et donc, je comprends très bien, de ce point de vue-là, je participe de la Trump-mania des conservateurs. Voilà. Bon. En quelques secondes, parce qu'ensuite, il nous reste un gros sujet à évoquer sur Marine Le Pen et le procès. Philippe Ménard, est-ce que les Américains sont devenus nos amis ? Non, les Américains sont nos ennemis. Ils le sont depuis le XVIIIe siècle. Très bon bouquin d'Adrien Dezuin sur la chose. Et surtout, il y a un effet pervers de l'élection de Trump. C'est que tous les crétins en France et en Europe qui pensent qu'ils sont en train de tenir le flambeau de l'antifascisme vont au contraire crosser à mort l'ensemble des médias indépendants comme Radio Courtoisie. En fait, sous prétexte de lutter contre le trumpisme et la trumpisation des esprits, on va avoir droit à un retour de bâton absolument majeur, parce qu'on sera vertueux à proportion qu'on montrera que ce que Trump ne fait pas, nous sommes capables de le faire. On est incapable d'avoir une industrie, on est incapable d'avoir une agriculture, on va avoir la meilleure des censures possibles. Alors, Benjamin Blanchard, en quelques secondes. Oui, au sujet des Américains, et notamment de leur politique étrangère, n'oublions pas qu'eux, ils sont très très loin de la première ligne sur les conséquences de cette politique étrangère. Et je pense notamment au Proche-Orient. Alors, je ne sais pas ce que va faire Trump une fois qu'il sera aux manettes, et bien malin
celui qui pourrait le dire. Mais en tout cas, qui sera en première ligne pour en subir les conséquences? C'est bien l'Europe, puisque n'oublions pas qu'il y a encore des millions de personnes qui n'attendent qu'une chose. C'est d'arriver chez nous. C'est d'arriver chez nous, et que si on provoque des guerres ou si on poursuit des guerres qui sont déjà entamées, si ça se prolonge, si on maintient des sanctions, si on renforce des sanctions, par exemple contre la Syrie aujourd'hui, peut-être demain encore plus contre l'Iran qui est déjà sous sanctions, mais on peut toujours renforcer les sanctions, eh bien ces gens-là n'iront pas en priorité aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est loin, que la mer est un peu plus vaste à traverser. Par contre, pour arriver en Europe, eh bien ce ne sont que quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de bateaux, voire à pied si on passe par la Turquie, et c'est donc beaucoup plus facile, et donc nous avons des intérêts un tout petit peu différents, je crois, que ceux des États-Unis. Merci beaucoup, Françoise. Oui, il y a un message d'auditeur pour Monsieur Deloy. Bonsoir et merci pour l'émission intéressante. Je suis d'accord avec Monsieur Deloy. Toutes les actions économiques de notre président depuis qu'il est entré au ministère de l'économie tendent à affaiblir et même ruiner la France et les Français. À la longue, les intentions, même non explicitées, se lisent dans les actions. Ce n'est pas commandité, cette personne a raison. Alors, dernier sujet, en tout cas, j'espère qu'on aura le temps de dire un mot quand même du colloque Polémia. L'affaire Marine Le Pen, donc justice impartiale ou procès politique. Pareil, selon que vous serez Libération ou Radio Courtoisie, on aura peut-être des analyses différentes. La semaine dernière, à la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, le parquet a prononcé un réquisitoire donc particulièrement sévère contre les personnes accusées dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, devenu donc Rassemblement National, au Parlement européen. En résumé, la direction du RN est accusée d'avoir mis au point un système d'emploi fictif et de détournement de fonds publics pour faire travailler les cadres du RN, enfin du FN puis du RN, aux frais du Parlement européen. Le parquet a requis 50 prisons, dont 2 fermes, mais aménageables, c'est-à-dire bracelets électroniques, une amende de 300 000 € et 5 ans surtout d'inéligibilité avec exécution provisoire contre Marine Le Pen. Les avocats du Rassemblement national vont contre-attaquer durant toute la semaine qui arrive, mais Marine Le Pen, elle n'a pas attendu et elle a immédiatement dénoncé l'instrumentalisation politique du procès. Alors je vous demande, est-ce que c'est si simple? Est-ce que, après tout, s'ils sont coupables, ils ne doivent pas être condamnés? Ou est-ce qu'effectivement, ils sont la cible d'une attaque judiciaire qui a des visées beaucoup plus éloignées du rendu de justice? Alors, comme je dois partir, Charles-Henri doit partir, allez-y. La permission de dire un mot. Moi, évidemment, comme beaucoup, j'ai été choqué par ces réquisitoires, mais ce sont des réquisitoires logiques, puisqu'après tout, un procureur est fait pour ça. Simplement, je voudrais dire qu'on est là dans l'aboutissement d'un mouvement qui est enclenché depuis des années sur le surcontrôle des élus à outrance. Et tous ceux qui veulent avoir des saints, des gens purs, etc., ils peuvent toujours continuer jusqu'à la persécution, jusqu'à ce qu'on compte les petites cuillères de nos chers élus. Donc c'est un peu dans cette continuité. Hollande a augmenté encore tous ses contrôles avec la fameuse haute autorité pour la transparence de la vie publique. Bref, voilà où on en est dans les contrôles. Parce que je pense qu'un juge n'a pas à juger sur le fait d'être éligible ou pas. Il revient au peuple de savoir s'ils veulent à nouveau tel ou tel élu. Il doit s'en tenir à ce qu'on appelle le pénal, c'est-à-dire le judiciaire. Évidemment, si vous êtes député européen, ministre, et que vous tuez quelqu'un, ça relève du pénal, et pour ça, il y a les tribunaux français pénaux. Mais en revanche, pour tout ce qui est affaires qui concernent le Parlement européen, je ne vois pas pourquoi des juges, qui plus est français, se permettent de dire un tel devrait être inéligible, d'autant plus que sur le fond de l'affaire, et là je rejoins une thèse je ne suis pas le seul, c'est qu'un assistant parlementaire est un politique, ce n'est pas un fonctionnaire. Donc on sait très bien qu'il a une mission politique et il doit pouvoir travailler à la fois pour la personne pour laquelle il est employé, mais pour le parti qui est celui de son employeur. Moi, ça ne me choque pas du tout. On sait très bien que, d'ailleurs, ça a été fait pour ça, puisque dans des villes, et je connais bien le système, vous avez les fonctionnaires qui ont un devoir de neutralité, et vous avez les collaborateurs de cabinet, où là, c'est le contraire. Ils sont pourtant payés avec l'argent public, mais ils font de la politique. Et la politique, après tout, c'est la démocratie. Jean-Yves Le Gallou, un mot?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois que nous vivons sous un régime qui est le coup d'État des juges. Alors il y a eu le coup d'État du Conseil constitutionnel, il y a les coups d'État du Conseil d'État sur le fond, sur ce qu'il est possible de faire en matière d'immigration, de sécurité par exemple. Et puis il y a le coup d'État politique quand on élimine, avec l'aide des médias en général, un candidat à une élection. On a fait le coup en 2017 avec François Fillon, et maintenant, il y a la volonté de le faire avec Marine Le Pen. Je crois d'ailleurs que derrière l'attitude des juges, il y a l'ébrise d'un nouveau pouvoir, et il y a le côté... au fond, les juges, vous savez, il y avait eu une histoire avec le syndicat de la magistrature, le mur des cons. Ouais. Dans le bureau de la présidente du syndicat de la magistrature, il y avait les photos de ceux qui étaient considérés comme des adversaires du pouvoir judiciaire et des adversaires du pouvoir du syndicat de la magistrature. Eh bien, je crois que là, les magistrats sont dans la même logique de se faire des crânes, ils font de la cinégétique, et c'est sûr qu'après avoir eu dans leur tableau de chasse Sarkozy, Guéant, Fillon, ils seraient ravis d'avoir Marine Le Pen dans le tableau de chasse aussi. Alors, je terminerai en disant, est-ce qu'on peut faire confiance à la justice de son pays ? Vaste question. Alors, je vais vous dire, je pense que si vous posez la question, vous pouvez aller demain à la Sorbonne, où il y aura une formation pour les magistrats, une journée de formation pour les magistrats, organisée par l'École nationale de la magistrature, la DILCRA, et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ça s'intitule « Histoire, mémoire, héritage de l'esclavage colonial, comprendre et déconstruire le racisme anti-noir ». Donc il faut savoir que l'École nationale de la magistrature, pour la formation continue des magistrats comme pour la formation initiale, fait un peu de formation au métier de magistrat et au droit, et beaucoup de formation idéologique. Et donc, vous avez des juges qui sont idéologiquement formatés. Et il est évident que quand ces juges idéologiquement formatés sont amenés à juger des élus du Rassemblement national, ils ne vont pas, ou même de Claude Guéant, on n'est pas obligé de rester dans le Rassemblement national, ou même de Fillon, ils ne sont pas a priori favorables. De même que ces juges, voyez-vous, qui sont formés à la lutte contre le racisme anti-noir, ne vont pas être en mesure de déclarer que l'agression de Crépol et le meurtre de Thomas et la blessure d'un certain nombre de ses camarades au nom de « Abat les Blancs », là, ça n'est pas du racisme, même s'il y a 9 témoignages, ça, ils ne sont pas recevables parce que ça ne correspond pas au formatage qu'ils ont reçu. Et donc, je crois qu'indépendamment des qualités individuelles, personnelles que peuvent avoir tel ou tel magistrat, ils sont dans un ensemble formaté de manière hostile à l'identité et à la sécurité et à la liberté. Philippe Ménard, ensuite Benjamin. En fait, le caractère politique des réquisitions vient dans le fait qu'on réclame l'exécution provisoire. Donc ça, parce que ça n'avait rien. Il faut l'expliquer, je pense. En fait, ce que réclame le parquet, c'était que, indépendamment de tous les appels qui peuvent être, je ne connais pas le terme exact, enfin indépendamment du fait interjeté voilà, par Marine Le Pen et les autres accusés, il y a une exécution provisoire de l'inéligibilité. Donc, ça n'avait rien d'obligatoire. Donc, autrement dit, on veut véritablement l'éliminer. La stopper. Sachant que le reste n'était pas obligatoire. L'exécution provisoire, normalement, c'est pour protéger la société. Par exemple, un dangereux tueur en série, on va mettre l'exécution provisoire. S'il y a fait appel, peut-être. Mais là, je ne vois pas trop l'urgence de faire qu'elle soit inéligible. Et ensuite, il récupérerait, pardon Philippe, ensuite il récupérerait son sursis, enfin sa détention, comment on appelle ça, la détention provisoire serait déduite de la peine de finale, l'exécution. Voilà. Donc, autrement dit, on fait en sorte de l'éliminer totalement du jeu. Voilà. En 2018, pour répondre au fait que Marine Le Pen avait diffusé une photo d'une décapitation de Daesh,
un juge avait demandé son expertise psychiatrique au titre d'une loi pour la protection des mineurs pour l'exposition au contenu à caractère sexuel. Donc le fait que la magistrature fasse flèche de tout bois contre Marine Le Pen, c'est pas une vue de l'esprit, c'est effectivement dans les faits quelque chose de très concerté. Et là, c'est illustré, je vous donne la parole ensuite, Benjamin Blanchard, par une phrase de la procureure donc, du procès en cours, qui a vraiment dit qu'elle n'avait pas d'éléments, mais qu'elle ne Contre Jean-François Jalc. accusés. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'éléments contre Jean-François Jalc, ancien député européen du Front National, mais qu'elle ne pouvait pas demander de relax parce que ça lui ferait trop mal. C'est une citation. Je n'ai pas assez d'éléments, mais je ne veux pas demander de relax parce que ça me ferait trop mal. Attesté par 3 journaux différents. Mais c'est incroyable. Oui. C'est quand même... Benjamin Blanchard. Oh, mais moi, j'ai été... Faites-vous confiance en la justice de votre pays. Non, mais surtout, j'ai été assistant parlementaire et je trouve ça tellement... nous avons des coupables. Mais nous sommes plusieurs, je crois. J'espère que Jean-Yves Le Gallou, quand vous étiez secrétaire général du groupe, vous n'avez jamais fait de politique. Jamais. Mais non, mais c'est quand même insensé de demander à des collaborateurs politiques de surtout ne pas faire de politique. Quoi. On se demande à quoi ils seront payés sinon... Eh bien, vous êtes appelé à la barre, Benjamin Blanchard. Est-ce que vous pouvez témoigner, nous expliquer justement ce qui se passe quand on est assistant parlementaire au Parlement européen? Comment ça se passait? Alors moi déjà, je n'étais pas concerné par ce procès. Mais non, mais ils disent tout ça. On n'aurait pas invité un délinquant sur ce plateau. Non, mais je vais vous dire un peu. Oui, j'ai quand même été j'ai passé 2 ans un an et demi comme assistant au Parlement européen, et j'ai quand même été convoqué par l'autorité administrative du Parlement à la fin et pour me demander si j'avais vraiment travaillé, et on était allé jusqu'à me dire mais avec votre badge d'entrée, on était allé vérifier les horaires, et il y avait certains jours où j'avais travaillé de chez moi, on me disait mais là vous n'avez pas travaillé. Alors heureusement j'avais mon ordinateur portable avec une petite clé, on appelle ça un token, pour se connecter à la session professionnelle, et je leur avais dit écoutez, dans ce cas-là regardez mes horaires et vous allez me payer les heures supplémentaires, parce que je crois que j'ai fait beaucoup plus que les horaires prévus, même si quelquefois je ne m'étais pas rendu au Parlement européen. Je ne suis pas sûr que tous les assistants parlementaires sortant du Parlement européen aient subi le même traitement. Il est possible qu'il y ait eu un traitement tout à fait spécifique pour les assistants parlementaires aux surprises du Front National puis Rassemblement National. Mais évidemment, nous sommes très surpris de cette situation. Ça, c'est une question que j'aimerais bien poser ensuite. Jean-Yves Le Gallou, vous vouliez rebondir, je crois, sur ce que disait Benjamin Blanchard. Oui, moi, le souvenir que j'ai du Parlement européen, qui est très ancien, quand j'ai commencé à siéger à la commission du budget comme parlementaire, j'ai déposé un certain nombre d'amendements, donc j'avais fait travailler mes assistants pour le Parlement européen, présenter des amendements de diminution de dépenses. Et le secrétaire de la commission du budget, donc le fonctionnaire de la commission du budget, le fonctionnaire français, m'avait dit « Mais je ne comprends pas vos amendements. La politique du Parlement, c'est d'augmenter les dépenses et pas de les diminuer. » Donc vous voyez la volonté du Parlement européen au fond, d'imposer sa propre politique, non seulement aux assistants, mais même aux députés, y compris aux députés appartenant à des groupes minoritaires et d'opposition. D'accord. C'est extrêmement incroyable. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on fasse quand même un petit topo sur le colloque de l'Iliade, mais une question... De Polémia, pardon. Je change de casquette. Oui, une question quand même. Est-ce que ce qu'on reproche au FN Rassemblement National est une pratique qui a vraiment cours facilement au Parlement européen? En fait, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est généralisé? On sait que le MoDem a eu le même procès avec des conclusions beaucoup moins graves et même... En tout cas, il ne faut pas confondre les réquisitions et le jugement. Et le jugement, bien sûr. En tout cas, ce n'était pas quelque chose de secret du tout, puisque toute cette affaire a commencé quand le Rassemblement National a publié, ou le Front National à l'époque, a publié son organigramme. Et donc, c'était quelque chose de tout à fait assumé. Et donc, pour eux, j'imagine qu'il n'y avait aucun problème, si même ils affichent leur organigramme. Et oui, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des réquisitions aussi grandes pour M. Bayrou et d'autres. Philippe Ménard? Non, les réquisitions étaient moins sévères, mais le jugement a été encore moins sévère que les réquisitions. Mais donc là, on va bien voir. Oui. Jean-Yves Le Gallou? C'est assez hallucinant, parce qu'à partir du moment où quelqu'un est engagé dans la vie politique, il a des responsabilités territoriales, il a des responsabilités dans les assemblées, il a des responsabilités dans le parti. Et le temps, il se partage en fonction des circonstances. J'ajoute que la majorité des gens qui font ça
ils travaillent plus que leur temps normal. Oui, généralement, ils Donc, sont je veux dire, au-delà des horaires. on peut travailler pour l'activité parlementaire et puis avoir du temps aussi, en plus du temps, pour l'activité partisane ou l'activité d'élu local. Donc, c'est totalement contraire à la réalité des choses. J'ajoute que moi, j'aimerais être sûr que tous ces magistrats très vertueux n'utilisent jamais ni leur téléphone professionnel, ni leur ordinateur professionnel pour régler un problème personnel ou passer une commande. Oui. Alors, écoutez, on peut conclure sur ce vieil adage qui dit que celui qui veut empêcher un candidat de se présenter à la présidentielle l'accuse d'avoir la rage. Il nous reste 2 minutes, Jean-Yves Le Gallou, pour évoquer les conclusions du colloque donc, de Polémia qui se tenait le 16 novembre, il y a 2 jours, à Paris, sur les dépenses nuisibles de l'État. Alors, qu'avez-vous conclu ? Qu'avons-nous conclu ? Qu'on pouvait récupérer 150 milliards en tapant dans les dépenses nuisibles, que ça prendra peut-être un certain temps, que le plus facile et le plus rapide à trouver, c'était sur les dépenses dites de transition énergétique. Plus encore que l'immigration. C'est plus rapide. D'accord. Je ne dis pas que c'est plus que l'immigration, je dis que c'est plus rapide. Ça pourrait se faire en rayant des lignes budgétaires. Ouais. Ça pourrait se faire très facilement. On peut évidemment trouver sur l'immigration et sur beaucoup d'autres sujets. Les subventions aux associations, c'est sûrement pas des milliards, mais quand même, ça se fait facilement, le j'imagine. deuxième volet, le plus facile, oui, plus ou moins. Le deuxième volet, c'est effectivement les subventions aux associations. Alors, je vais faire un petit... Il vous reste une minute. Une minute. Est-ce qu'il y aura des actes du colloque ? Je fais un rapprochement, puis je réponds à votre question. L'affaire des assistants parlementaires de l'Union européenne, de Parlement européen, procès de 6 semaines pour 4 millions d'euros. Les subventions aux syndicats, 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est-à-dire 1000 fois plus. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, hein. J'imagine que les syndicalistes ne font jamais de politique ou de militantisme idéologique. Les associations immigrationnistes, 2 milliards d'euros. C'est pareil, j'imagine que les associations ne font jamais de militantisme. Les associations qui n'ont de cesse d'attaquer l'État, d'ailleurs. Qui n'ont de cesse d'attaquer 1 milliard pour les associations LGBT, j'en passe. Donc, le scandale, il est là. Et effectivement, là où il faut taper, c'est dans les subventions aux syndicats, aux associations, etc. Et à l'écologie. Alors, tout va être en ligne, à la fois sous vidéo et par écrit sur le site de Polémia, et il y aura des actes du colloque d'ici quelques mois, le temps de les réaliser, oui. Merci beaucoup, merci Françoise, merci Philippe Ménard, Benjamin Blanchard, Maria Descraffré et Charles-Henri Deslois qui étaient avec nous, et merci Jean-Yves Le Gallou, merci également à Claudia aux manettes, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la réinformation.